Du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ou de bien d'autres partis, UNDP, UPC et que sais-je encore, des acteurs, des grands noms de ces formations politiques ont quitté les rangs pour rejoindre d'autres formations politiques. Certains ont quitté les rangs de ces partis politiques pour ne plus adhérer à une quelconque idéologie politique. Mais quelle peut être la véritable raison de cette démission en cascade? La dernière enregistrée, c'est celle de Célestin Djamène, jusqu'ici au cadre au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, qui a décidé de claquer la porte et de se lancer avec son propre mouvement politique. Quelle peut être justement la raison de cette situation? Mais au-delà de cela, comment comprendre cette démission? Quel impact dans la vie politique et même quelle perspective au-delà de tout préjugé? Des questions et bien d'autres qui seront évoquées dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Et si le temps nous le permet, nous parlerons peut-être de la situation en Guinée-Conakry. On le sait, le président Alpha Condé a également prêté serment contre toute attente. Le peuple a été cadenassé. C'est le point de vue du peuple qui a vu les éléments de force de défense et de sécurité guinéenne assiéger plusieurs quartiers de la capitale, interdisant tout mouvement de protestation. Mais tout de même, Alpha Condé, durant sa première prise de parole en qualité de président pour la troisième fois à la tête de la Guinée-Conakry, a rappelé que force doit revenir à la loi et qu'aucun citoyen guinéen est au-dessus de la loi. Ce sont ces propos qui seront certainement analysés avec nos invités dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde. Vous le savez, l'émission se veut être interactive. 6 99 57 30. Tout au clair avec bien évidemment nos invités déjà confortablement installés et parmi nos invités, un transfuge de l'Union démocratique du Cameroun, notamment l'UDC. Il est avec nous dans le cadre de ce programme de ce soir. Lui, c'est Paul Leyoum qui nous a rejoint dans le cadre de cette émission. Paul Leyoum, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision du monde. Ravi d'être là une fois de plus pour prendre part au débat républicain dans le programme Tout au clair. C'est un plaisir de vous avoir au rendez-vous de Tout au clair de ce soir. Messieurs, merci encore de nous faire honneur, surtout nos promptes, nos sincères vœux de prompt rétablissement à monsieur Cyril Sambaka, qui n'est pas très en forme ces derniers temps. Oui, mais je crois que ça va aller, Merci à vous d'être avec nous ce soir. D'autres acteurs politiques vont nous accompagner encore ce soir. Et parmi ces acteurs politiques, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une formation politique qui a souvent vu certains de ses cadres quitter les rangs. Et pour justement discuter avec nous ce soir, André Luther Meka pour nous accompagner. André, bonsoir. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui sont militants du RDPC. Je voudrais vous remercier d'avoir invité le RDPC dont je représente modestement. Merci une fois de plus de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir. Il faut dire que ça fait un moment qu'on ne nous avait pas vu dans Tout au clair. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme du débat sur la télévision du monde. Autre acteur à nous retrouver, c'est bel et bien notre consultant Abel Elibilobert. Abel, également transfuge, une formation politique, le Social Democratic Front pour la nommer. Bonsoir Abel. Bonsoir. Je pense que pour des travaux comme ceux-ci, la valeur des mots est très importante. Qu'est-ce que vous appelez transfuge? Un démissionnaire n'est pas forcément un transfuge. Quelqu'un peut quitter un parti politique et ne plus aller ailleurs. Vous n'allez pas dire on en parle. Il ne faut pas que le mot transfuge soit confondu avec le mot démissionnaire. On va en parler tout à l'heure, Abel Limbelobert. On va rester avec vous, Abel, pour justement évoquer cette période de vous. On se souvient, il y a quelques temps encore, vous étiez militant du Social Democratic Front et contre toute attente,
vous déposez votre démission. Qu'est-ce qui s'est concrètement et réellement passé pour finalement aboutir à cette démission alors que vous étiez un cadre, au cadre même du Social Democratic Front? Un parti politique est une association, c'est une rencontre de gens qui au départ se proposent de mettre ensemble un certain nombre de ressources, les ressources intellectuelles d'abord, parce que la vocation d'un parti politique est éminemment intellectuelle. Il s'agit d'élaborer une vision de la société, de la construire, de développer une capacité à partager cette vision-là avec d'autres personnes, ce qui crée ce qu'on appelle l'ancrage du parti dans la société, et cet ancrage lui confère une force politique à partir de laquelle on peut avoir une dynamique réelle de conquête de pouvoir. Et ensuite, un parti politique doit se préparer à gérer le pouvoir, c'est-à-dire à se donner les ressources humaines nécessaires pour transformer la vision qui reste quelque chose qui est dans l'esprit en une réalité palpable qui se vit à travers les transformations sociales, ce que nous appelons le développement économique. Donc c'est ça la nature première d'un parti politique. Et lorsque les démissions surviennent, elles peuvent expliquer que les démissionnaires se soient rendus compte de l'incapacité consubstantielle de la formation politique de l'association à atteindre ses objectifs. Dans votre cas précis, est-ce que vous avez senti ou alors vous avez ressenti ce moment arrivé au sein de votre ancien fonction? Bien sûr, puisque en tant qu'acteur, mon rôle était de contribuer à amener le SDF vers le pouvoir. Je dois rappeler que je suis entré dans le SDF parce que j'ai l'intime conviction que il s'est passé depuis 1960 jusqu'au moment où j'entre dans le SDF une injustice envers la composante anglophone du Cameroun, qui était là en train de vivre deux présidents francophones qui se sont succédés, et on ne voyait pas venir la perspective d'une alternance pour qu'un anglophone aussi soit au pouvoir. Et que cette injustice-là, si elle se pérennise, elle va être une source de déstabilisation. Je n'avais pas fini de réfléchir que cela se produit. Donc, si je suis entré dans le SDF dans les années 98, quand je rentre au Cameroun, c'est précisément parce que je crois qu'il est temps qu'un anglophone aussi arrive au pouvoir. Et le SDF était la seule organisation politique capable d'avoir une candidature anglophone en dehors du RDPC, qui a des ressources humaines anglophones de haute qualité. Le SDF était le seul parti qui pouvait amener un anglophone au pouvoir. Voilà la... Attendez, allons doucement. Voilà la raison pour laquelle je milite. Oui. Parce que si ce n'est que la social-démocratie, je pouvais être dans il y a plein de partis qui sont sociaux-démocrates par vocation. Donc, ça c'est la raison première. Or, pour que le SDF arrive au pouvoir, il faut qu'il ait un ancrage national. Parce que la composante francophone, sur le plan de la démocratie... je termine. La composante francophone, sur le plan de la démocratie, un homme, une voix. Si elle ne porte pas le projet de faire arriver un anglophone au pouvoir, un anglophone n'arrivera jamais. Donc, j'entre là pour accroître la présence de la composante francophone dans un combat qui vise à permettre aux anglophones d'arriver au pouvoir. À quel moment se passe le déclic alors? Alors, le déclic, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, je vois premièrement le SDF pris en otage par une communauté, la communauté anglo-américaine, qui occupe quasiment tous les organes de base du SDF dans toutes les régions du pays. Ça dit que vous arrivez au centre, mais les organes sont gérés au centre par les Américains, des choses comme ça. Alors que c'est antinomique même de la capacité de ces partis à s'implanter. Du coup, ça me donne envie de partir? Non, du coup, ça me donne envie de tirer la sonnette d'alarme en disant, regardez comment nos adversaires fonctionnent.
en particulier le RDPC. Et je le disais déjà, que c'est une faute stratégique et intellectuelle de considérer que le RDPC est une feuille de papier posée sur une table, dès que n'importe quel petit coup de vent vous, la feuille tombe. Il n'est pas comme ça. Le RDPC est doué d'une énorme inertie qui fait que pour lui imprimer des évolutions de l'extérieur, il faut être éminemment stratégique. Mais toujours est-il que vous décidez de partir je décide de partir en 2016, bien entendu, quand je vois que non seulement il y a cette tribalisation qui ferme les perspectives du parti à s'ancrer à l'est, au sud, au centre, au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa, je constate que il n'y a pas dans la direction, la haute direction du parti, une prise sérieuse en compte de la nécessité de permettre au parti de diversifier sociologiquement sa base militante. Ndiakwa, qui avait construit une grande présence du littoral dans le parti, est parti. On n'a pas vu ce que cela représentait comme perte. Et on a cru qu'on pouvait remplacer Ndiakwa par une espèce d'individu bouffon, excusez-moi le terme, qui avait pour seule ambition d'utiliser la forte présence de la communauté d'Amléké dans le SDF pour avoir un strapotin de députés et qui n'avait pas la capacité à implanter le parti dans le camp, dans la Sanaga maritime, dans le Mungo, etc. Donc, la nécessité se faisait... Non, laissez, je termine rapidement. La nécessité se faisait de plus en plus sentir de diversifier ethniquement. Vous n'allez pas gagner le RDPC si vous n'avez pas les BT, merci beaucoup, si vous n'avez pas les Sawa, si vous n'avez pas les Makela, si vous n'avez pas les Nordistes, les Moudang, les Toupouri, etc. Merci. Alors, vous êtes également un ancien militant de l'Union démocrate du Cameroun. Sans véritablement revenir longuement dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour votre adhésion et qu'est-ce qui a marqué la différence pour finalement décider de quitter la barque de cette formation politique? Oui, je voudrais d'abord rappeler qu'à l'UDC, c'est un passage qui a été très bref, simplement parce que j'étais d'abord dans un premier parti politique début 2017, fin 2016, début 2017. Malheureusement, il y a certains points que M. Limbloba a soulevé. C'est-à-dire que quand vous adhérez à un parti politique, vous venez pour faire de la politique, pas idéologie, mais vous trouvez un groupuscule de personnes qui sont là peut-être pour suivre le frère du village, qui ont d'autres objectifs, qui ne sont pas les vôtres et qui s'accaparent du parti, le prennent en otage et en font un objet que je pourrais qualifier une espèce de secte ou une église réveillée, où si vous ne chantez pas les louanges du gourou, entre guillemets, vous êtes considéré comme un paria, ou bien il faut vous excommunier. Non, le problème est que les partis politiques doivent comprendre qu'il peut avoir les courants de pensée, il y a la liberté de penser. Quand on adhère à un parti, c'est pour pouvoir promouvoir sa vision qu'on a de la société. Le parti est en fait le véhicule qui vous permet de promouvoir la vision que vous avez de la société en tant qu'homme politique. Et ce parti, il doit avoir des idées qui sont proches des vôtres. Et c'est comme ça que vous y adhérez. Maintenant, si d'autres en font un objet de perversion, vous ne pouvez plus vous sentir à l'aise là-dedans. Vous vous retrouvez à l'étroit. Vous avez le choix. Soit rester silencieux et accepter ce qui se passe, soit décider de ne pas vous compromettre et dire je garde ma décence, je garde mon éthique et mes convictions, je démissionne. Pour le cas de l'UDC, j'y arrive parce qu'en fait, nous, au niveau de Douala Premier, on a voulu mettre en place des leaders locaux, des jeunes leaders locaux. Nous avons dit qu'il est temps de conquérir notre mairie. Nous avons eu le RDPC depuis son retour de 2002 jusqu'à présent. Le RDPC qui est là et nous ne voyons pas les résultats. Il faut donc qu'on ait de nouvelles personnes à la mairie. Et c'est comme ça que nous, les jeunes de Douala Premier, nous nous rassemblons. De tous les partis politiques différents, nous nous rassemblons. Nous disons il faut qu'on crée un mouvement, qu'on ait un mouvement qui nous permet d'arriver
à la mairie. C'est comme ça que le PCN se retrouve, le PU se retrouve, l'UDC, etc. Et tout cela a été chapeauté par le président Sambaka. Maintenant, il fallait donc qu'il y ait un parti politique qui nous amène aux élections. Vous savez que la loi dit clairement que ce sont les partis politiques qui investissent les candidats. Et sur la table, il y avait donc plusieurs propositions. Et c'est l'UDC qui avait la meilleure proposition sur la base de certains éléments, même s'ils n'ont pas été avérés par la suite. Et c'est donc comme ça que je me retrouve sur la liste de l'UDC pendant les élections. Et j'y reste donc parce que mon mentor Sambaka, hier, j'ai dit je reste donc pour apprendre encore la politique à ses côtés. Malheureusement, à peine un mois et demi après, suivant le décès du docteur Adamou Damdjoa, et on retrouve ce que M. Limbe disait tout à l'heure, le clanisme, la tribalisation du parti, où on a même suivi tout un député de la nation, je mets nation entre guillemets, parce qu'il a dit que le troupeau ne peut pas se trouver dans le Noun et le berger est dans le littoral. Ce sont des caricatures comme ça qui montrent que l'opposition, bon, certains partis d'opposition, parce que je ne vais pas accuser toute l'opposition, ne veulent pas laisser la décentralisation s'exercer par les locaux, c'est-à-dire les autochtones. Parce que Elie Biloba, c'était un exemple d'une quoi. Il y a eu le professeur Ipaka, il y a eu le Kwamutome, tout c'était dans le SDF. Et à l'époque, c'était les beaux jours du SDF dans le littoral. Et il faut quand même voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre cette époque de 96 et par la suite en 2002, il y a toute la forte communauté Sawa qui était encore dans le SDF est ressortie parce qu'elle ne s'est pas sentie incluse au moment où ceux qui étaient les leaders du SDF dans le littoral sont partis. Et c'est des erreurs stratégiques que tous les partis d'opposition commettent. C'est pourquoi nous disons, dans notre nouveau projet politique, il faut faire émerger des leaders locaux. Ils peuvent ne pas aussi être autochtones, il faut le reconnaître, parce qu'il peut y avoir des limites, mais le fait d'avoir des gens qui sont des natifs, qui sont des locaux, ça fait porter plus de voix et ça permet de développer le parti à une échelle nationale. Et la conquête du pouvoir, je chute pas là, la conquête du pouvoir pour la présidence, la magistrature suprême, ça se fait d'abord par les leaders locaux à la base, par les mairies et les députés. Et si vous ne pouvez pas former les leaders locaux à la base, avoir des gens solides qui sont représentatifs pour les populations, il n'y a aucune chance que vous arrivez à la présidence. Alors, André Lutermeka, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'est pas épargné par cette litanie de démission, il faut le préciser. Il y a plusieurs cadres qui sont partis du RDPC pour le PCRN, pour le Social Democratic Front, pour l'UDC. Qu'est-ce qui peut amener malheureusement dans une formation politique comme le RDPC parti au pouvoir, des acteurs majeurs ou même mineurs à quitter là-bas? J'avoue que je ne connais pas très bien la litanie de cadres qui sont quittés du RDPC pour l'opposition. Je crois que cela se compte au bout des doigts. Et je peux vous rassurer que en ce qui concerne l'ossature, en ce qui concerne le bureau exécutif du RDPC, il n'y a jamais eu de démission. Il y a eu quelques défections, je dis même quelques, j'allais dire, qui sont comptables au bout des doigts, de certains membres du comité, qui n'ont même pas démissionné, qui ont dit qu'ils sont en retrait. Donc, je voudrais que vous m'édifiez pour me donner exactement. C'est à vous de nous édifier, donnez-nous. Il n'y en a pas. On se souvient quand même qu'il y a Jean-Jacques Kindi qui est parti du RDPC pour créer sa formation politique, même si aujourd'hui, c'est avec les bras grands ouverts que vous l'avez récupéré dans le RDPC. Mais c'est des années-lumière. Il y a eu certainement un contingent, ce qui concerne certains membres du parti, dans les années 90, les années des vents de l'Est, de la démocratie, la démocratisation du Cameroun, qui avaient effectivement démissionné et qui étaient, contrairement à ce que vous pouvez parler, c'était pas pour des problèmes d'idéologie, c'était des guetteurs d'avenir. C'est-à-dire que les guetteurs d'avenir, c'est ceux qui se projettent dans le pouvoir et qui pensent que le moment est opportun pour agir et mettre un certain nombre, n'est-ce pas, de mécanismes pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc, il y en a qui ont cru que le destin le faisait un clin d'œil, parce que c'était les vents de l'Est avec les conférences nationales en Afrique, partout, qui ont pensé qu'il était
judicieux pour eux de quitter le parti et de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de cet environnement propice pour pouvoir accéder au pouvoir. Alors, dans un passé plus récent encore, on a l'ancien député suppléant de Vouri Centre, Emanoka, qui a quitté les rangs à la veille des dernières élections électorales municipalisatives pour rejoindre le Social Democratic Front. Oui, c'est un cadre du parti. C'est un cadre du parti, mais j'avoue que c'est périphérique. Parce que quand je dis vous voulez minimiser le fait que pas que je veux, c'est suppléant quitte les rangs du RDPC pour l'opposition, notamment pour le SDF. Non. Un député suppléant, c'est un député suppléant. Et vous voyez très bien que vous avez de la peine à pouvoir m'identifier des cadres de la structure du parti du RDPC qui sont quittés en cascade, comme cela se fait dans l'opposition, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans un autre parti. Et quand j'entends parler, notamment pour des problèmes d'idéologie, ou nettement pour des problèmes d'égoïsme, je crois que vous conviendrez avec moi que cela se compte au bout du doigt. Et vous avez parlé de cette année, des années 90. Il y a également des militants opportunistes qui n'attendent pas le moment opportun, qui voudraient imposer une manière de voir à la commission des investitures et parfois qui démissionnent. Je n'ai jamais entendu dans le parti que un militant a démissionné pour des problèmes d'idéologie parce qu'ils ont vu qu'il y a des égoïsmes. Ce que j'ai constaté, c'est que ce sont parfois des militants opportunistes, des militants parfois affairistes qui, à la périphérie, sont las d'attendre leur tour et parfois essaient de faire des clins d'œil à gauche et à droite. Donc, je voudrais conclure en vous disant que le RDPC est le seul parti où on ne démissionne pas. Pas où on ne démissionne pas, je ne peux pas être catégorique, mais le seul parti où le statut du bureau politique, du bureau exécutif n'a jamais démissionné. Je vous mets à défi. Alors, Abel Mbeloube, André Duterme semble nous dire que davantage, ce sont les affairistes qui décident de partir. Et si vous êtes un affairiste au sein du SDF? Bon, moi, je ne veux pas entrer dans ces choses-là, parce que si vous voulez entrer dans ces choses, on va montrer à Meka que 90% des militants du RDPC, ce sont justement des opportunistes. Le RDPC, c'est un parti qui s'est créé au pouvoir. Si Paul Biya n'avait pas hérité du pouvoir du président Ahidjo, tout le monde au congrès de Bamenda ne se serait pas transformé en RDPC. C'est quand même curieux de voir que vous entrez dans un congrès de l'UNC et personne ne dit non, moi je ne veux pas qu'on casse l'UNC. Si Paul Biya n'était pas président en ce moment, et il était simplement au cadre du parti, il décide de créer le RDPC, est-ce que tous ceux qui sont partis là l'auraient suivi? On l'aurait compté au bout des doigts les gens qui l'auraient suivi. Ils l'ont suivi parce que il est en train de transformer le parti étant au pouvoir. Donc il a des prébendes à distribuer. Il détermine le destin des gens. Il leur donne des opportunités aux gens. Les gens ne l'ont pas suivi par idéologie. Et on peut même se poser la question de savoir si quand on voit les trahisons dans la conduite des affaires, parce que Paul Biya est régulièrement trahi, hein? Paul Biya se bat contre la corruption, mais la corruption ne finit pas. Elle est le fait des gens qui sont au pouvoir, qui sont dans son parti. Paul Biya se bat pour une meilleure gouvernance, mais les gens qui sont dans son parti ne suivent pas. Ça s'apparente à des trahisons. Mais faites par qui? Vous croyez que ces gens qui sont là, mais qui continuent à piquer dans les caisses de l'État, tous ces gens qu'il a mis en prison, c'est des militants qui étaient convaincus de ce que Paul Biya veut faire? C'est pour ça d'ailleurs qu'il a frappé dans son propre camp avec la rigueur que nous voyons. Aujourd'hui, des gens peuvent être militants convaincus et y arriver tout de même à démissionner. Oui, pourquoi? Par exemple, moi ça m'amène donc à revenir maintenant dans le SDF. Vous croyez que Kawala n'était pas un militant convaincu? Tout à fait. Qui
Qui dans le SDF peut se mettre là pour dire que Kawala était venu là par opportunisme? Que le SDF lui donnait quoi? Elle a laissé sa vie professionnelle pour se consacrer à la lutte du parti. Parce qu'elle y croyait. Qu'est-ce que le SDF lui donnait? Rien du tout. Il n'y a pas d'opportunisme. Les opportunismes dans les partis d'opposition sont très circonscrits. Et ce sont ces opportunistes qui abîment les partis d'opposition, justement. Parce qu'eux, ils ont un combat qui est celui du positionnement interne. Regardez bien tous ceux qui se battent à rester à des postes à l'intérieur des partis d'opposition. C'est les plus faibles, c'est les incapables de gagner les élections par eux-mêmes. Et ils sont convaincus d'une chose, c'est que le parti aura toujours un petit truc. Donc, le combat, c'est être bien placé pour que lorsque la petite manne la tombe, qu'elle tombe entre mes mains. C'est ce que font les Nietzsche, les Watt, tout ce monde-là. C'est ce qu'ils font. Ils n'ont rien d'autre à faire. La preuve que ce que je dis est pertinent, c'est que c'est entre leurs mains que le parti meurt. Pendant qu'eux, ils se maintiennent à leur poste de responsabilité. Mais vous avez choisi de partir alors que vous pensez qu'il y avait des choses à refaire. Parce que mon objectif, c'est qu'un anglophone arrive au pouvoir. Pas moi, Elimbi. Je ne suis pas anglophone. Même maintenant que je suis sorti, c'est même maintenant que plus que jamais je porte encore le message. Et la guerre du Nozo est venue me renforcer dans la conviction que ce n'est pas nous les francophones qui allons dire aux anglophones que le Cameroun est indivisible. Et ils vont nous comprendre. Ce discours qui est juste, le Cameroun est un et ne doit pas être divisé. C'est un discours juste. Mais il sonnera d'autant plus juste dans les oreilles des anglophones que c'est un anglophone qui va le tenir. C'est pour ça que j'ai plaidé pour l'avènement des hauts cadres du pays qui sont des anglophones. Quand la crise a commencé, j'étais parmi les premiers à vous dire qu'on ne peut pas éviter cette crise tant que nous ne faisons pas que les anglophones soient profondément impliqués dans la conduite, la détermination de l'avenir de ce pays. À force de les contrer, de les réduire à des postes quasi subalternes, on finit par alimenter le discours des extrémistes anglophones qui disent « Nous n'avons rien à faire dans cette appel. » Non, mais c'est très déterminant pour mon comportement politique. À partir du moment où moi je suis là pour cet équilibre, à partir du moment où je suis là pour que le SDF amène un anglophone au pouvoir, et que des gens qui ne sont pas des anglophones caporalisent le parti sur des bases purement tribalistes, parce qu'eux, ils ont un projet ethno-fasciste, qui est que notre tribu doit rachasser les bêtises et prendre. Eux-mêmes étaient en train d'instrumentaliser le SDF. Parce qu'il s'agissait pour eux de faire arriver leur tribu au pouvoir, pas le SDF en tant que tel. D'accord. Je termine, s'il te plaît. Oui, laisse que je termine. C'est important. 30 secondes. Ce sujet-là... Oui, mais 30 secondes. Je vais te dire. C'est ce sujet que tu as mis sur la table aujourd'hui. Vous verrez. Il va déterminer le comportement dans les jours à venir. Regardez ce qui s'est passé dans le SDF. Lorsque le MS est arrivé, tous les bamilekés du SDF sont partis au MS. Je ne veux pas un discours tribaliste. Non, il n'est pas tribaliste. S'il vous plaît. Il est tribaliste. Le tribalisme, c'est quand tu exclus les gens. Je dis que tous ceux qui étaient dans le SDF et qui avaient un projet qui n'a rien à voir avec l'arrivée d'un anglophone au pouvoir et qui caporalisaient le parti pour cet objectif occulte que personne n'avoue. Ils sont tous partis dans le MRC. Dans un épisode du SDF, pas le MRC. Mais sauf que, au moment où ils partent, ils ont rendu le SDF incapable d'atteindre ses missions. Parce que c'est à l'ouest. Suis-moi bien, Moutomé, je suis en train de chuter. C'est à l'ouest que le SDF commence par donner les plus grands signes d'essoufflement depuis 2007. Alors qu'il se maintient relativement bien dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je rappelle que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est 35 députés à l'Assemblée nationale. Et qu'après 2007, le RDPC a toujours été majoritaire au total dans les 35 députés.
Les gens ne le savent pas, ils disent que le SDF, ils disent que le Nozo, c'est le bastion. Mais le Nozo, depuis 2013, a plus de députés RDPC au total que les députés SDF qui n'étaient que 13 dans le sud-ouest et le nord-ouest. 13 au nord-ouest et 1 au sud-ouest. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un militant voit sa ferveur militante être détériorée au point de claquer la porte? Quand on milite pour un parti, on milite d'abord pour son idéologie et peut-être après pour les individus. Vous savez, il y a plusieurs raisons. Il y a le non-respect des statuts, par exemple. Vous avez des partis politiques où on viole en permanence les statuts. Il n'y a jamais de conseil de discipline, c'est la loi de la jungle, chacun fait comme il veut. D'ailleurs, vous avez vu au cas à l'UDC où les gens ont marché sur les statuts, ils sont entrés dans l'illégalité, dans l'illégitimité, ils ont marché dessus. Pas éthique, quand vous avez une éthique morale, même dans votre éducation, vous ne pouvez pas admettre certaines choses, vous pouvez claquer la porte. Il y a les guerres internes, parce qu'il y a les guerres de positionnement. Non, on est en politique, vous savez qu'il y a toujours des guerres de positionnement. Il y a des guerres de positionnement, peut-être quelqu'un voit qu'ici, je ne peux pas m'en sortir, il dit qu'il va utiliser un autre véhicule pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vous avez aussi les courants de pensée, c'est-à-dire qu'il y a les courants de pensée dans les partis politiques qui s'affrontent. Si vous allez par exemple dans les grandes démocraties en France, vous allez voir que le parti socialiste, c'est ce qu'il a eu. C'est pourquoi Mélenchon quitte le parti socialiste pour créer la France insoumise. Vous allez voir que même à la droite c'est pareil. Donc il y a différents phénomènes comme ça. Donc c'est plus ou moins les raisons qui expliquent les démissions des partis politiques. Aussi dans ces comportements que j'évoquais, c'est que vous avez des individus qui, eux, ils arrivent avec leur agenda caché, qui n'est pas le vôtre, vous qui êtes militants comme eux, et leur agenda caché, le moment venu, plus le temps passe, plus vous vous rendez compte qu'en fait, eux, ils ont un agenda caché qui se mettent à dévoiler. Et cet agenda, vous n'en faites pas partie, et ça ne fait même pas partie de l'idéologie affichée par le parti politique dès le départ. Et donc, à ce moment-là, vous avez le choix, comme je l'ai dit aujourd'hui, soit vous êtes complice en restant dans le silence, soit vous vous mettez à l'écart, vous démissionnez et vous allez faire votre politique ailleurs. Et je le répète encore, pour ceux qui entrent en politique par aventure, le parti politique est un véhicule qui permet de faire émerger votre vision de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Youm, j'estime par exemple que je suis un homme de droite. Il y a un parti politique qui a une idéologie de droite, le RDPC, on peut dire c'est un parti de droite, mais parce que le RDPC gouverne mal, je vois que sa façon d'appliquer sa politique qu'il veut mettre en place est mauvaise. Je ne peux donc pas être RDPC. Je réfléchis donc comment avoir un parti ou un mouvement de droite qui correspond à mes valeurs républicaines, des valeurs de droite, une économie libérale, un capitalisme, bon, plus ou moins encadré, qui correspond à la valorisation des institutions, toutes ces valeurs que nous partageons côté de la droite. Et je mets dans ce mouvement en place, je dis, j'adhère, voilà le cap que je vais fixer, et d'autres personnes disent, nous voyons la même façon. Maintenant, il y a les stratégies qui diffèrent, parce que à la base, comme au sommet, la stratégie pour arriver au pouvoir, ça diffère d'un courant de pensée à l'autre. Vous avez même aussi l'opposition aujourd'hui, l'opposition camerounaise est divisée sur une réalité. Vous avez une opposition que je qualifie de républicaine, dans laquelle moi je me sens, celle qui reconnaît les institutions en place, qui reconnaît que le code électoral est mauvais, qui reconnaît qu'il y a beaucoup de problèmes au Cameroun, mais qui, malgré tout, dit le seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est les urnes. Parce que si nous ne prenons pas la voie des urnes et que nous choisissons notre voie, dans 10, 15, 20 ans, ça va se retourner encore contre nous. Et vous avez une opposition qui dit aujourd'hui, nous devons aller dans la rue, tout casser, tout saccager, simplement parce que nous voulons chasser via le pouvoir. Et je tiens à leur dire une chose, vous savez, dans aucun pays au monde, ça n'existe nulle part, la foule n'amène pas tout dit. Il n'y a que les gens qui font la politique fiction qui ne le savent pas. La foule, à chaque fois, n'amène pas à la présidence. Même le pays le plus démocratique au monde, que vous appelez les États-Unis, rendez-vous compte, je prends un cas très simple. 2016, élection présidentielle aux États-Unis, vous avez Hillary Clinton, Donald Trump. Qui gagne le vote populaire? C'est Hillary Clinton, mais qui devient président? C'est Donald Trump. Parce que, en fait, vous avez ceux que j'ai appelés les leaders locaux. Dans le RDPC, vous avez ça. C'est-à-dire les élites, les ministres, les DG, etc. qui forment ces leaders locaux à la base. C'est eux, généralement, qui orientent le vote. Vous pouvez, par exemple, aller aux élections. Si moi, je vais aux élections, j'ai besoin de voir les taximans. À qui je m'adresse, c'est les présidents des syndicats des taximans. Si c'est de bons leaders, les taximans ne vont pas me voter parce qu'ils m'aiment forcément, mais parce que leur leader, qui est un bon leader pour eux, leur a dit, voici le candidat
qu'il faut choisir, et eux ils se disent ça a toujours été un bon leader, donc ils amènent le bon choix. C'est comme ça qu'inconsciemment le peuple donne l'assentiment à ce qui a été déjà programmé par l'établissement. En France, on a vu ça avec le cas de Macron. Ça se passe partout comme ça. Et généralement, ceux-là qui font, je ne sais pas si c'est la politique qu'ils font, c'est juste du bruitage politique, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne pourra pas marcher parce qu'on va chasser Biya. Ce sera notre du RDPC qui viendra encore au pouvoir pour pérenniser le système. Il faut donc faire tourner les ménages, regarder sur la distance dans 10, 15, 20 ans, comment sera le Cameroun. Moi, par exemple, je suis jeune, j'ai même pas 30 ans. Pourquoi je vais aller face à un régime comme celui-ci qu'on connaît avec les méthodes que nous avons, pour un monsieur qui a 87 ans, qui n'attend que de finir son mandat et de quitter au pouvoir, aller prendre des risques qui vont peut-être me faire en sorte que je ne puisse pas développer mes idées plus tard. Il y a des risques qu'on ne prend pas en politique. Il faut savoir être patient, savoir s'accommoder, savoir réfléchir et faire des propositions. Et je le dis encore, tout passera par la formation et par la force des leaders locaux. Alors, André Tameka, y a-t-il encore de véritables militants par conviction, par idéologie aujourd'hui? Bien sûr, il y a des militants par conviction. Parce que beaucoup de militants adhèrent dans les partis politiques par rapport aux leaders. Et notamment... Quand on adhère à un parti par rapport au leader, on n'est pas là par conviction. Non, on est là par conviction. Avec le leader? Oui, avec si le leader. n'est pas là, on s'en va. Pas toujours. Mais le leader peut être un attrait, une attraction pour adhérer au parti politique. Il y en a qui adhèrent dans le parti politique par rapport au rayonnement de ce parti. Parce qu'un parti politique qui a un rayonnement, qui est implanté dans toutes les régions, participe, n'est-ce pas, de son rayonnement et attire les militants. Il y a ceux qui adhèrent dans les partis politiques pour occuper des postes de pouvoir. Et ça aussi, il y a des militants qui ne viennent que pour les postes de pouvoir. S'ils ne trouvent pas un poste de pouvoir, ils démissionnent. Donc, les militants de conviction sont des militants qui ont une vision, d'abord par rapport à eux-mêmes. Parce que si vous n'avez pas une vision par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas adhérer à un parti politique. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je projette dans mon adhésion politique, dans mon militantisme? C'est ça d'abord le militant. C'est-à-dire qu'il faudrait que le militant ait d'abord une vision par rapport à lui-même. Et que cette vision adhère à la structure politique qui a également une vision, qui a une idéologie qui sied à votre vision. Et je peux vous dire qu'il y a des militants, notamment dans le RDPC, qui ont 30 ans de militantisme, 35 ans de militantisme, 40 ans de militantisme, c'est-à-dire de l'UNC au RDPC. Parce que ils croient en ce parti qui nettement sied à leurs convictions. Pourquoi les gens sont convaincus du RDPC? Ça, j'en doute. Je vais vous dire. D'abord... Convaincus et ne démissionnent pas, c'est ce que vous le dites. Oui. D'abord par rapport à la stabilité de l'establishment du RDPC. Tous les partis qui ont une stabilité de l'establishment du RDPC rassurent les militants. Et par rapport également à l'homogénéité, n'est-ce pas, des leaders locaux. Parce que une chose est évidente, vous allez voir qu'il y a une forme, n'est-ce pas, j'allais dire une forme de préservation des espaces territoriaux locaux qui sont gérés, n'est-ce pas, par les locaux. Et c'est en cela que j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé que M. Elimbi Lobé s'est trompé de parti politique lorsqu'il bataille pour la décentralisation et pour la reconnaissance des autochtones. S'il y a un parti qui reconnaît les autochtones, c'est le RDPC. Regardez bien la structuration de la gouvernance locale du RDPC. Ce sont les fils des localités qui gouvernent. Tout à fait. Dans le RDPC. Regardez ailleurs. Vous allez voir qu'il y a une sorte, n'est-ce pas, de supplantation. La supplantation, n'est-ce pas, des leaders locaux par d'autres leaders.
Et ça, c'est une carence très grave. Tout à fait. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la vision politique. Donc, du coup, vous leur dites que cela peut créer des frustrations. Ce n'est pas que ça peut créer, ça crée des frustrations. Et ça crée même, c'est même contre-productif. C'est même contre-productif, pourquoi? Parce que lorsque certains leaders locaux qui doivent être des autochtones, qui ont un lien de filiation à la terre, à l'environnement, ne sont pas représentés, mais sont supplantés par d'autres, effectivement, il y a problème. Et c'est ça le problème de fond dans certains partis politiques. Tout à fait. C'est un problème de fond dans certains partis politiques. Ils ne sont pas sur le plateau. C'est le problème de fond du MSC. Je précise qu'il y a des partis politiques que nous avons invités ce soir, mais Ils ont fui. Ils ont fui. qui n'ont pas de raison valable, monsieur s'il vous plaît, qui n'ont pas de raison valable. Il faut leur dire la vérité. Notamment le Fallait venir ici. du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui n'est pas là et le représentant du Social Democratic Front. C'est le problème de fond. Et ce problème de fond a été identifié dans le SDF parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand M. Elimbilobe parle de ce problème, ce n'est pas aujourd'hui. C'est un problème de fond qui date de longue date. C'est le même problème de fond du MRC où effectivement il n'y a pas d'identification des leaders locaux qui sont liés à l'environnement et au sol. Mais maintenant, comment reconnaître les militants de conviction? Effectivement, c'est dans la durée. Est-ce qu'ils persévèrent dans le parti? Est-ce que malgré les tribulations, est-ce que malgré même les frustrations, est-ce qu'ils continuent à soutenir le parti? Ce n'est que dans le RDPC que vous pouvez constater. Il y a des exemples patents où forcément les frustrations ont abouti à des défaites flagrantes du RDPC. Non, ce que je voudrais démontrer, c'est important de le démontrer, que dans le RDPC, la masse critique des militants, malgré un certain nombre de frustrations, parce que moi j'admets que lorsqu'il faut investir, par exemple, 30, 40 candidats, et nous sommes 2 millions de militants, il faille effectivement choisir, et on ne va pas choisir tout le monde, et cela peut entraîner des frustrations. Moi j'ai eu des frustrations au municipal, j'étais 59e sur 61, mais je suis resté dans le parti. Je suis resté dans le parti parce que j'ai la conviction que le parti a une homogénéité, le parti a une stabilité, et le parti conserve très bien le pouvoir. Alors qu'ailleurs, quand vous regardez de l'autre côté, il y a des bagarres, parfois fratricides, et ça ne vous encourage pas à adhérer. Alors, donc, c'est important, et je voudrais chuter là-dessus, oui. C'est important pour les Camerounais de savoir que la seule option aujourd'hui, le seul parti aujourd'hui qui convainc, qui rassure, c'est effectivement le RDPC. Monsieur Limoué, attendre de souffrir un peu, de donner la parole à Abel Ebilobe. On a parlé de frustration. Abel, peut-on considérer les démissionnaires comme étant des frustrés par excellence? Non, il ne faut pas considérer. Il y a des démissionnaires qui sont frustrés. Quand quelqu'un est venu là parce qu'il croyait que s'il fait beaucoup de bouquins, il parle beaucoup à la télé et tout ça, on va lui donner un poste, ou bien il voulait devenir, gravir ses échelons à l'université, on ne lui donne pas ça, alors qu'il est de père, de mère, il est RDPC jusqu'aux ongles, on ne lui donne pas ça, il s'en prend à femme de après il crée son parti, pour secouer le cocotier comme ça, le RDPC aura peur, on va finir par l'appeler par derrière. Il y a tous ces calculs. Comment est-ce qu'on devrait... Un parti comme l'univers, il est né sur la base des coups de tête. Ah ben bon. Mais maintenant, je reviens à des choses sérieuses. Est-ce que... Moi, je ne suis pas un homme frustré. Je prends acte. Vos camarades hier, au sorti ou au lendemain de votre démission, vous ont considéré comme étant un frustré qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait, notamment la présidence. Mais c'est ça, quand... Les conséquences, c'est ça, vous décidez de claquer la porte. C'est ça, quand Galilée... Pour aller chercher à vous retrouver quelque part. Et malheureusement, ils disent, personne n'a pu vous prendre. Non, mais parce que je suis pas à la recherche. C'est eux qui croient que quand ils parlent pas d'un parti, on doit aller à un autre. Je n'appartiens pas à cette école. Je n'ai pas créé de parti, j'aurais pu le faire. Pour amener à 302, 304, 305. De relancer un mouvement.
un mouvement n'est pas un parti. Je n'ai même pas lancé un mouvement, c'est une stratégie électorale qui s'impose. Et les résultats montrent, les résultats de tous ceux qui refusent cette stratégie montrent qu'elle va s'imposer. D'ailleurs, je me félicite qu'à l'émission d'hier, le représentant du SDF parlant à son compte personnel estime qu'il est temps que les partis d'opposition se retrouvent pour travailler ensemble. C'est inéluctable. Revenons donc aux choses sérieuses. Je ne suis pas un homme frustré. Frustré pourquoi? Je ne suis pas venu dans le parti pour que le parti me donne un poste. Je suis venu dans le parti parce que je crois qu'il faut qu'un anglophone arrive au pouvoir. Ça, on l'a compris. Ce qui peut me frustrer, c'est que ce parti-là fasse en sorte qu'un anglophone n'arrive pas au pouvoir. C'est ça qui peut me frustrer. Ce n'est pas que le parti ne m'a pas donné. Je n'ai jamais voulu être maire. Vous avez appris un jour que j'ai été dans une compétition pour être maire. Ce que j'ai fait dans le SDF, c'est me battre pour qu'on applique la loi qui était favorable au SDF. La répartition des postes d'adjoint au maire. C'est moi qui ai rassemblé les gens sur Sambaka pour écrire au ministre de l'administration territoriale. Il est encore vivant. Il s'appelle René Sadi, vous pouvez le consulter. Et j'ai obtenu en 2013 qu'on partage les postes d'adjoint au maire. Ce combat n'est pas fini parce qu'on partage mal. Parce que le chef de l'État, dans la loi d'orientation de la décentralisation, pose un principe fondamental qui est que... Mais c'est pas le sujet. C'est ça le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais je laisse que je vous montre. Votre sujet est éminemment important parce que il irradie complètement la vie justement des partis d'opposition. Avant... Des partis politiques. Des partis, oui, mais d'opposition en général. En 2004, quand la loi d'orientation de la décentralisation paraît, c'est en juin. Personne n'a rien revendiqué en 2007, qui était la première élection à laquelle on devait appliquer la loi d'orientation de la décentralisation, où le président pose le principe que le cadre élémentaire d'apprentissage de la démocratie, c'est les collectivités territoriales, de base, les communes. Et il met dans la loi d'orientation et dans la loi fixant les règles applicables aux communes le principe que si tu n'as pas gagné la majorité absolue, tu dois exercer le pouvoir avec les autres. Or, personne n'appliquait ça. En 2007, là où le SDF a pris des majorités absolues, il n'a pas partagé les sièges d'adjoint au maire. Majorité relative. Pardon, les majorités relatives. Il n'a pas partagé les sièges d'adjoint au maire. Le RDP, c'est pareil. J'ai vu là des partis politiques qui s'opposent, mais qui font exactement la même chose. En 2013, j'ai lancé le principe de cette revendication. Qui a abouti? Elle a abouti, mais mal. Parce que ceux qui devaient même revendiquer ne comprenaient pas de quoi il est question. Le chef de l'État est allé jusqu'à faire en sorte que ça ne soit pas aléatoire. En mettant une clé de répartition. En disant deux choses. Premièrement, dans l'article 60 de la loi fixant les règles applicables aux communes, il dit que la répartition des postes d'adjoint au maire doit refléter la configuration du conseil. Le conseil est politique, ça doit donc refléter la configuration politique du conseil. Mais le conseil est un organe social. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes âgés, les hommes moins âgés. Et le pays est un pays biculturel. Il y a les anglophones, il y a les francophones. La loi exige que tout ça soit pris en compte dans la répartition des postes d'adjoint au maire. Ce qui n'a pas été fait. Deuxième chose, le chef de l'État a mis une clé de répartition qu'on appelle la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, qui permet de dire à chaque parti politique, au regard des résultats qu'il a eu au suffrage universel direct, que monsieur le parti de Tomé a droit à 2 sièges de maire adjoint, le parti de Meka a droit à 3 sièges, le parti de Terre a droit à 1 siège. Vous allez aux élections et ce nombre de sièges doit être attribué à chaque parti. Ce n'est pas ce qu'on fait maintenant. Il leur reste donc de mener la lutte pour ça. Je reviens, je te laisse moi finir. C'est très important ce sujet que tu as pris aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des sujets les plus importants que tu as eu à traiter depuis que cette émission est née. Je voulais donc te dire que, et à travers toi, nos téléspectateurs, que si une clique d'acteurs politiques font une mauvaise lecture de la réalité, ça n'engage que eux. Vous savez, je suis un scientifique de formation. Et dans l'école scientifique,
nous avons appris que le jour où Galilée, reprenant les travaux de Copernic, son vieux maître, établit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, on cherche à le tuer. C'était une poignée d'activistes qui cherchaient à le tuer. Aujourd'hui, toute la science est basée sur les vérités de Galilée et de Copernic. C'est la Terre qui tourne, ce n'est pas le Soleil. J'ai dit à l'intérieur du SDF que regardez qu'est-ce qui fait la solidité du RDPC. C'est le fait que il s'ancre à l'échelle nationale en utilisant le principe que c'est les gens de la localité qui doivent faire le parti dans leur localité. C'est d'ailleurs ce qui explique que le président ait introduit dans la Constitution le principe de la préservation des droits de population autochtone. On ne va pas rentrer dans ce débat. Non, on ne rentre pas. Il est structurant des démissions. Pourquoi Ndiaye Papa? Pourquoi il n'est pas capable? Pourquoi Mukurimbema, secrétaire général adjoint part? Et bien d'autres. Parce qu'il ne voit pas dans le parti l'idée que au littoral, le parti doit se structurer autour des enfants du littoral. C'est ce que le RDPC fait. Moralité. Le RDPC apparaît dans le jeu politique pour les populations autochtones dans des localités cosmopolites comme Douala et le littoral comme un protecteur des peuples en minorité. Oh, il ne les protège pas en réalité. Mais comme les autres les écrase systématiquement et que le RDPC leur laisse de l'espace à travers sa structuration interne et puis à travers la composition de ces listes relativement plus équilibrées que ce que les partis d'opposition font, eh bien, les électeurs les autochtones électeurs du littoral, que ce soit dans le Mungo, que ce soit dans le Vouri, dans la Sanaga maritime ou dans le Cap, vont voter le RDPC parce qu'ils ont le sentiment que le RDPC leur réserve un espace dans la conduite des affaires. Merci beaucoup. Ceux qui refusent de reconnaître ça sont dangereux pour leur propre parti et c'est ce qui amène la débâcle du SDF. Alors, Paul Youm, votre mentor, par exemple, vous avez claqué la porte de l'Union démocratique du Cameroun, mais pourtant, tous les leviers étaient avec Sambaka et quelques-uns de leaders pour davantage faire face aux autres. Pourquoi décider de claquer la porte à ce moment-là avec soi tous les leviers politiques? Je voudrais d'abord dire tout à l'heure, quand j'ai écouté Meka, je pétillais simplement parce que Meka a dit que le RDPC a des militants et il n'y a aucun parti politique au Cameroun, peut-être même en Afrique, qui a des militants affairistes, des gens de la mangeoire comme le RDPC. C'est eux qui ont amené d'ailleurs l'expression de gâteau national. Je vous prends des cas de figure. Vous avez un monsieur Roméo Dika, qui est au RDPC parce qu'il veut qu'on paye ses factures. Non, moi je le cite. Vous connaissez son cas. Dès qu'on a dit qu'on ne paye pas ses factures, il a démissionné. Il s'est un coup de clap partout sur les réseaux sociaux. Vous avez... Moi, je lui donne le cas. Vous avez cité tout à l'heure de M. Guidjon Gan, qui a démissionné du RDPC pour le SDF. Nous étions aux élections le 9 février. Le SDF devait avoir les 5 postes de conseiller municipal dans la première. Mais malheureusement, le 5e sur la liste du SDF, c'était qui? Guidjon Gan, le RDPC a torpillé le conseil électoral. Ils ont mis Guidjon de côté parce qu'ils ont dit que c'est un train, lui, il peut pas être conseiller dans la mairie du RDPC. Donc, nous, on l'arrache. Ils ont fait comme on dit au quartier, où on l'arrache, la place Guidjon ne sera pas conseillé dans notre mairie. Ils sont allés au niveau du contentieux. Comme le Cameroun, c'est un pays où la loi, ça a les yeux, ça regarde. On a fait ce qu'on a fait. Guidjon n'est pas conseillé. Pourtant, il devait l'être simplement parce qu'il a démissionné du RDPC. Vous allez voir, il y a beaucoup de cas. Les militants du RDPC ont peur. Moi-même, j'ai reçu un monsieur qui était au bureau, qui parlait, il disait que les militants du RDPC. Je lui demande, mais pourquoi vous plaignez-vous de ce qui se passe? Pourquoi on ne démissionne pas? Il me dit, mon fils, je suis déjà trop trempé, je ne peux plus sortir. Ça ressemble à la secte. C'est pas un parti politique normal. Et vous voyez justement dans l'opposition, nous avons plus de facilité à démissionner parce que nous ne nous sentons pas attachés au préban. Et M. Limbilou va dire que c'est très important. Le RDPC est né sur les cendres de l'UNC. Donc ce sont les prébans qui maintiennent tout ce beau monde qui est dans ce RDPC. Il n'y a pas de militants qui s'est levé un matin. Donc il n'y a pas de raison de démissionner là-bas. Non, ils ont les raisons, mais ils ne peuvent pas. La mangeoire est sucrée, ils ont le pouvoir à M. Tomé. Il faut comprendre ça. Donc quand Meka parle de militants, il ne parle pas comme nous autres qui pouvons parler
vrai militant des partis politiques. Maintenant, pour revenir à votre question sur le cas de M. Sambaka, je voudrais dire une chose. Il avait avec lui la légalité, il avait avec lui la légitimité. Mais vous savez, M. Limblou Becker souvent évoqué la Bible, qui m'excuse aujourd'hui d'évoquer aussi la Bible. Vous avez dans la Bible... Mais quand j'évoque la Bible, j'ai la Bible. Non, moi, quand tu évoques ta part, on n'est pas sûr que ce que tu dis là est dedans. On aura le temps de vérifier. Je veux dire quoi? Vous avez le roi Salomon qui est considéré comme l'homme le plus sage peut-être de l'histoire. Dans la Bible, il y a une dame qui est allée voir le roi Salomon. Elle se plaint, dit: mon roi, on a volé mon bébé. Il lui dit: qui a volé votre bébé? Elle dit que c'est X dame. Il fait appeler la dame qui est accusée d'avoir volé le bébé. Il demande à la dame, cette dame qui est il demande à la première, il demande à la seconde, celle qu'on lui présente, il dit que la première dame qui est là, à côté de vous, elle vous accuse d'avoir volé son bébé. La dame qui est accusée, elle répond: oui, j'ai un enfant, mais c'est mon enfant, ce n'est pas son enfant. Le roi Salomon dit donc: ok, que proposez-vous donc? Il leur propose deux choses. Soit je laisse le bébé à l'une, soit je divise le bébé en deux. La dame qui est accusée, elle dit: mieux on divise ce bébé, on le découpe, chacun prend sa partie. Et c'est là où le roi Salomon comprend en fait que le bébé appartient à celle la plaignante. Non, c'est pas comme ça l'histoire. L'histoire c'est que la plaignante a dit non. Comme mieux on divisait par donner l'enfant à la exact, merci. Elle a dit laisser. Et c'est cette réaction-là qui détermine le roi Salomon. Effectivement, que laisser, ne découper par l'enfant, laisser à cette dame. Et c'est là où le roi Salomon a compris qui est en réalité la vraie maman du bébé. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'UDC. Monsieur Sambaka savait qu'il avait la légalité, la légitimité. Ça suffisait pas. Mais entrer dans un corps. Il pouvait par exemple aller chez le MINAT. Mais il n'a pas voulu que l'UDC soit saucissonné en 6 comme on a vu le Malidem, le SUPPI, l'UPC et consorts. Il a dit pour la fidélité ce que j'ai eu à mener pendant 30 ans auprès du docteur Adamou Ndamdjoua, par respect pour lui et même pour son épouse. Je ne peux pas entrer dans ce genre de conflit pour diviser l'UDC. Il a préféré se retirer. Ce retrait peut penser comme un retrait de lâche. Non, ça vaut de qualification, mais je vous dis, non, c'est même ça la grandeur d'homme. On a pris l'exemple de la dame, elle a préféré laisser son enfant vivant en sachant que son enfant va grandir avec une autre maman. C'est ça aussi le cœur et le sentiment, c'est ça la grandeur d'homme. Donc le cas de M. Sambaka, c'est un cas spécifique. Nous on parle plus, et d'ailleurs même lui il a entre guillemets été, comment dire, il était entre guillemets, comment dire, c'est-à-dire qu'on a voulu faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que si on n'est pas de certaines communautés, on ne peut pas prendre la tête de ce parti politique. Et c'est le message que beaucoup de partis au Cameroun renvoient aux populations. Et vous voyez justement, et c'est là où le RDPC, il faut quand même le reconnaître, piège souvent l'opposition au niveau des localités. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui sort de nulle part, entre guillemets, qui vient être candidat, il y a ce qu'on appelle le vote de la sécurité. Ça veut dire quoi? J'arrive à Douala premier, moi je n'aime pas le RDPC, mais quand je regarde les listes d'opposition, comment à se demander, nous Nanjap et nous, celui-ci c'est qui, c'est qui, c'est qui? Je ne connais pas les gens de l'opposition. Par contre, le RDPC représente des gens que je connais, ils peuvent avoir toutes les réputations du monde, bandits, malhonnêtes, etc. Mais au moins c'est des gens que je connais, que je côtoie, j'ai au moins la certitude de pouvoir demander des services à la mairie, de pouvoir discuter avec certaines personnes. Par contre, si l'opposition, ceux qui m'ont montré les listes là, non pas ces leaders locaux là, mais comment je vais faire? Je vote donc pas à sécurité, je me retrouve donc à voter un parti que vous voulez pas à base, ou je vote blanc, et ça joue à défaveur de l'opposition. C'est pourquoi l'opposition doit travailler fondamentalement pour restructurer sa base militante auprès des leaders locaux. Je veux simplement dire à Métaka, il parle depuis 25 ans. Il peut me donner 1-2 minutes pour dire juste quelque chose. On parle de du tout, monsieur Libé. Si vous donnez une minute, vous ne pouvez pas parler après. Il parle depuis 25 ans. Laissez M. Meka parler, après même 25 ans, c'est son choix. André Meka, quel peut être l'impact des démissions au sein des formations politiques? Le premier impact, c'est que le parti se désagrège de sa puissance. Beaucoup de gens pensent que les gens ne sont pas indispensables. Je ne suis pas de cet avis, parce qu'il y a des gens indispensables. Moi, je pense qu'il y a des gens exceptionnels. Parce que, qu'est-ce qui fait en sorte que dans une maison, il y a plusieurs chefs de famille? Dès qu'un meurt, la famille tombe. Cela démontre qu'il y a des gens
qui sont capables de transformer les choses, qui sont capables de faire bouger les choses. Donc il y a une impactation quand les gens démissionnent. Et ça impacte le parti. Le SDF s'est dépouillé de toutes ses élites. Bena Mouna, professeur Assangani, Seydou Maïdadi, Souleymane tous. On a dit, écoutez, ça ne va rien apporter. Ils apportaient quoi? Et Limbi Loben, jamais ils apportaient quoi? Mais au fur et à mesure, on a vu comment ça allait crescendo. Donc il y a une impactation d'abord dans la qualité et le rayonnement du parti. La deuxième des choses, ça discrédite un parti. Quand vous voyez les gens démissionner en cascade dans un parti, les cadres démissionner, Mais il y a des problèmes. de part et d'autre, ça veut dire que dans ce parti, il y a des problèmes. Et quand ils partent, ils ne partent pas de lettres mortes. Ils partent en dénonçant l'état de ce parti politique. Ce qui discrédite le parti. Et on a l'impression que ça ne fait rien, mais ça discrédite le parti. Et au fur et à mesure que les gens partent, d'autres qui veulent adhérer se sentent en insécurité. Donc, le problème des partis politiques de l'opposition, c'est ce fait de croire qu'ils ne doivent pas ménager les cadres du parti ou les militants du parti. Le problème des partis politiques de l'opposition, c'est de croire que nul est indispensable. C'est faux. C'est très faux. Parce que toute personne qui apporte, qui soutient le parti, que ce soit la base, que ce soit cadre, même si c'est dans la communication, même si c'est dans la mobilisation, il joue un rôle important. Et je peux vous dire, M. Moutoumé, que la plupart des partis de l'opposition sont aujourd'hui couchés au sous-sol. Pas au sol. Non, ils ne sont pas au sol. Vous exagérez un peu. Non, je suis sérieux, je suis sérieux. Vous exagérez un peu. Ce sont des coquilles vides maintenant. Ce sont des coquilles vides. Ils sont au sous-sol maintenant parce qu'ils ont perdu leurs hommes qui étaient vadables, qui portaient l'idéologie et qui avaient une certaine vision de ces partis-là. Donc voilà un peu sommairement l'impactation que la désertion des militants peut apporter sur les partis d'opposition. On démissionne ici pour intégrer notre formation politique. C'est le droit de celui qui a démissionné de rejoindre ou de regagner les rangs de notre formation politique. Oui, mais en même temps, est-ce que cela a un réel intérêt? Écoutez, Vous êtes parti, vous n'avez pas milité. vous revenez sur... Monsieur Sambaka et son filleul politique envisagent d'aller ailleurs. Célestin Djamène est parti du RDP, du SDF, pardon, pour le MRC. Emmanuel Kounié, qui était invité ici, est parti du SDF pour le MRC. Ngidjon Gan est parti du RDPC pour le SDF. Il y a des exemples comme ça, légion. Oui, qui montre très bien qui pose le problème de la qualité des militants qu'ils étaient. Quel était leur niveau de conviction? C'est ça que ça pose. Ce yo-yo, cette transhumance. Est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez être capitaliste comme M. Ngan dans le RDPC toute sa vie durant et demain matin vous devenez social-démocrate? Bim! Vous êtes déjà social-démocrate. Il y a des imbéciles qui ne changent pas. Oui, c'est pour ça que quand on change trop, on est pire qu'un imbécile. C'est ça c'est de ça qu'ils ont tous parlé. Le militantisme opportuniste. Ils ne regardent que les opportunités. Si M. Ngan n'est pas parti parce qu'il aime le SDF, il est parti parce qu'il avait des problèmes internes avec un certain nombre de personnes. Et pour essayer de faire mal à ces personnes-là, il croit qu'il peut utiliser le... C'est la même chose avec M. Kamto. Quand je dis aux gens que M. Kamto n'est pas un militant de l'opposition, c'est un dissident du système. C'est pour ça qu'arrivé dans l'opposition, il a eu pour premier combat de s'auto-proclamer leader de l'opposition pour se servir de l'opposition comme un moyen de faire peur au régime auquel il appartient, dont il est un bébé. Quand c'est un bébé du régime. Donc on peut multiplier des exemples comme ça pour revenir à l'essentiel. Ce vagabondage montre très bien qu'il y a des problèmes de conviction. Vous n'allez pas quand même me faire croire que M. Kounié, SDF
des ongles de pied, des orteils, jusqu'aux cheveux de la tête, jusqu'à la veille des élections, il devient MRC et il vous parle du MRC comme s'il a déjà fait le MRC toute sa vie durant. Est-ce que c'est vrai qu'on peut être à la fois SDF comme au 30 ans durant et on devient demain matin MRC comme si on avait déjà fait le MRC 30 ans durant? La Bible nous dit que tu ne peux pas manger sur la table de Jéhovah et tu manges sur la table des démons. Tu ne peux pas être RDPC et devenir demain matin un militant de l'opposition, nous faire croire que Paul Biya est mauvais, il est trop mauvais, vraiment. Alors que tu as vécu avec Paul Biya, toute ta carrière c'est Paul Biya qui l'a fabriqué, toute ta carrière professionnelle, internationale, ta réputation, tout, tu dois tout à Paul Biya. Tu disais, et c'est pourquoi je vous ai dit que nous devons faire dans ce cadre de ce programme-ci, dès l'année prochaine, cette émission doit être documentée. Quand les gens viennent bavarder comme ça, vous mettez la vidéo. Toutes les documentations sont là. Voilà, préparez ça. Nous allons nous battre, vous aurez les moyens. Nous devons faire en sorte que quand les gens viennent ici, on met la vidéo, il est en train de dire que Paul Biya est très bien. Pourquoi on lui demande qui a changé? C'est Paul Biya ou c'est toi? Parce que Paul Biya n'a pas changé, hein? Tous ces gens qui disent de Paul Biya aujourd'hui qu'il est comme si les Marafa et tout, c'est pour ça que je ne lis pas les choses que les Marafa écrivent. Ils parlent de quoi? Paul Biya n'a pas changé. Tel vous le voyez aujourd'hui comme un démon, tel il a toujours été au moment où vous disiez qu'il est bon. Des deux choses l'une. Quand vous disiez qu'il est bon, est-ce que vous étiez sincère? Vous étiez un militant clientéliste. Comme il a refusé de vous donner le pain, ou alors il vous a donné le pain, il estime qu'il vous a déjà donné assez, il veut donner à d'autres, vous vous fâchez. Alors que vous avez mangé la sardine, vous avez bu l'huile de la sardine, les boîtes vides, vous avez même mangé. Vous venez maintenant commencer à dire que... Je reviens à ce que je disais pour conclure. On va chuter, s'il vous plaît. Ce que Meka dit, tant pis pour ceux qui ne veulent pas écouter ça. Ce ne sont pas les partis politiques qui fabriquent les cartes. Tout à fait. C'est une idée très répandue dans le SDF. Tout à fait. Ce sont les... Dans la classe politique camerounaise. Non, je ne connais pas dans les autres cas, parce que je n'ai pas été dans tous les autres partis. Cette idée est tellement répandue dans le SDF que elle est même finalement rentrée dans la presse. Une certaine qualité de presse a commencé à croire que c'est elle qui fait les hommes politiques. Au point où les presses restent et font des blacklists. Et décident que Meka ne passe plus ici chez nous, on va voir encore comment il va faire. Ils ont voulu me faire ça, je suis toujours en train de parler. Ceux qui m'ont blacklisté là. C'est maintenant que je parle même plus qu'avant quand j'étais dans leur liste verte. C'est cette mentalité qui tue l'opposition. Vous croyez que c'est vous qui avez formé Moukouri Nlema? Vous croyez que c'est vous qui avez formé Elisabeth Tamandjong? Elisabeth Tamandjong, c'est le seul directeur de l'administration centrale camerounaise qui était secrétaire général d'un parti de l'opposition. Tout à fait. J'étais au SDF. Je voyais comment on chiffonne une femme qui avait tout à gagner à rester dans le RDPC. Une grande valeur, cette dame. Une haut professeur d'université, directrice de l'Institut national de l'éducation. Elle est secrétaire générale d'un parti d'opposition. C'est Elisabeth Tamandjong qui a mis en place tout le système de formation du SDF, levant les financements à l'étranger pour permettre d'avoir des séminaires. Sauf qu'elle est partie. Je suis le produit du système Elisabeth Tamandjong. Sauf qu'elle est partie également. Elle m'a envoyé à tous les séminaires de formation sur la communication politique. C'est cette femme que 2 ou 3 individus dans le SDF ont décidé de liquider. L'ont fait partir. Comme on a fait partir Kawala, regardez l'énergie dont Kawala disposait pour faire avancer la cause à laquelle elle croyait. 2 ou 3 individus, Nicho aussi et consorts, ont fait partir Kawala du parti. N'hésitez pas les noms sur ce plateau, s'il vous plaît, monsieur. Regardez comment le SDF est le seul parti au Cameroun qui a perdu tous ses secrétaires généraux depuis la formation. Je dirais que la mort
s'y est aussi mêlé. Donc, pour conclure, en emportant. s'il vous plaît, il reste 10 minutes pour quelqu'un d'autre. Les autres, le SDF a fait démissionner tous ses secrétaires généraux. Quand on fait démissionner Elisabeth Tamandjon, pour le remplacer par quelqu'un qui n'a pour seul mérite d'être un bon client, c'est là que le SDF est passé de 18 députés à 5. D'accord, merci Vous beaucoup. comprenez? Donc, le parti, c'est que Meka était en train de dire, le délitement des partis de l'opposition, et en particulier un parti qui avait tout pour être grand, comme le SDF, est en grande partie, 90%, dû au fait que des gens qui sont des nuls ont estimé que comme ils sont en poste, eh bien, pour exister, il faut faire partie toutes les références. Merci beaucoup, Abel. Intellectuel. Alors, on va et conclure politique. avec 2 minutes chacun d'entre vous autour des propositions à faire pour peut-être stopper cette transhumance politique qui s'observe davantage dans les formations politiques de l'opposition. Que faut-il faire pour arrêter cette transhumance? On vous annonce à l'AFP, j'espère que vous allez y rester très longtemps. Mais comment faire pour davantage rester dans ces formations politiques-là? Aujourd'hui, il faut que l'opposition fasse son introspection. Je le dis chaque jour. Vous ne pouvez ne pas faire votre autopsie et ne pas reconnaître que vous êtes malade et penser pouvoir être en bonne santé. C'est pas possible. Et moi, je parle plus de l'opposition parce que le RDPC, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas un parti où on peut parler de militantisme vraiment. Et donc, aujourd'hui, les partis d'opposition doivent comprendre une chose. Quand les gens décident de s'engager en politique, gagner un militant est une chose très difficile. Mais en perdre, c'est facile. Vous avez le phénomène des transfuges. Vous avez des transfuges. Vous avez des gens qui, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient dans une seule partie, se retrouvent à la tête d'une liste, comme vous avez vu dans un parti politique à Douala 5, où tout un conseil municipal décide de donner procuration à un maire adverse pour aller voter d'après vous quel parti au régional. Justement parce que les partis politiques d'opposition doivent travailler sur l'ancrage. Sur l'ancrage des leaders locaux, nous sommes en 2020, décembre 2020. Il y aura une élection en février 2025, tout le monde le sait, sauf en cas de report, mais disons 2025, c'est le moment où l'opposition doit préparer ses candidats, ses squelettes, pour que le moment venu, quand Mekaël Fossé dans le RDPC, où il se retrouve 59e, qu'il ne puisse pas être deuxième ou troisième sur la liste de l'AFP, parce qu'il n'a pas la place dans le RDPC. Et demain, quand il a l'AFP, il faut voter le maire de ville, il vote ses anciens camarades, il faut voter les conseils régionaux, il vote ses anciens camarades. Et après, on s'étonne que le RDPC est toujours au pouvoir, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas préparé le terrain. C'est pourquoi je dis ça passe aujourd'hui par l'émergence des leaders locaux pour résoudre le problème. Et l'autre chose, c'est que les partis politiques doivent apprendre à respecter le travail des militants. Si on n'apprend pas à respecter le travail des militants en interne, ça ne pourra pas marcher. Chacun doit avoir la part qui lui revient selon le mérite. Parce que si vous... Le problème qu'il y a, c'est que quand vous travaillez dans un parti de l'opposition, vous avez les gens qui estiment que c'est le parti qui vous fait travailler. C'est faux. Un parti et qui pensent que si on vous enlève, on va mettre quelqu'un d'autre, ça va marcher. Le jour où on vous enlève, on met quelqu'un. C'est là qu'on se rend compte que la communication... Parce que quand on a commencé à faire la communication du SDF pour la rendre dynamique, tous les perroquets de la terre sont sortis. On leur a laissé la communication du SDF. Et vous ne les laissez pas avoir l'idée, pouvoir travailler et mettre leur pensée à l'essai, vous ne réussirez pas. Qu'est-ce qu'il faut comme proposition pour éviter ces démissions en cascade? D'abord, je voudrais préciser qu'on ne peut pas éviter les démissions. Parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, il y a des militants flottants. Même en sociologie politique, on le dit, les militants flottants, les militants opportunistes. Mais pour limiter effectivement les désertions des militants, il est important, n'est-ce pas, que le parti soit d'abord bien structuré et que le parti respecte l'espace territorial et les zones de compétences. Et il faut qu'il évite d'être assis sur les opportunistes. Et le véritable problème aussi, c'est qu'il est important que chacun puisse faire son travail dans un parti politique. Parce qu'un parti politique est une organisation. Et qu'on respecte la compétence des uns et des autres. Je vous prends un exemple. Très rapidement. Vous êtes un informaticien. Vous devez normalement, pendant les élections, faire des calculs, n'est-ce pas, des statistiques du parti.
Mais on vous amène quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui n'y connaît ni d'Adam ni d'Ève, l'informatique, et qui commence à vous donner des ordres. Ça crée un véritable problème. Non, chez nous, nous respectons les spécialistes. C'est la spécialité, effectivement, des partis que vous fréquentez. Donc, je voudrais signifier ici aussi que l'important aussi, c'est le leader. Parce que vous allez constater que la plupart des désertions, c'est à cause du leader. Parce que quand je vois les discours, parce que quand quelqu'un démissionne, je m'assois pour entendre le discours. C'est-à-dire quelles sont les motivations, parce que moi je suis sociologue, quelles sont les motivations de sa déchéance du parti. Vous allez entendre que c'est le leader. Sambaka, c'est le leader. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une préparation de la transition et quelqu'un s'est accaparé du parti. Monsieur Célestin Djamen, c'est le leader. C'est le leader. Monsieur Limbi Lobé, c'est le leader. Donc vous allez constater que la plupart des désertions, ce sont les leaders. Et monsieur Omeyo Dika. Et vous allez constater que la stabilité dans le RDPC, la stabilité dans le RDPC, c'est aussi les leaders. D'accord. Parce que lorsque le leader rassure, lorsque le leader est stable et que le parti est structuré et stable, ça stabilise également les militants. Abel, proposition, très rapidement. En 2 minutes, j'espère que vous allez être le plus précis et concis possible. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous couper. Proposition, pourquoi? Qu'il n'y a plus de démission. Non, pour les limiter. On ne peut pas avoir... Il faut bien gouverner le parti. Il faut avoir des stratégies qui sont telles que ceux qui sont dans le parti voient que cette stratégie-là va donner des résultats. Moi, j'étais dans un parti où je vois que la stratégie ne donnera pas de résultats. Je vois un parti qui dit à ses militants, n'allez pas vous inscrire. Quand voilà leur dit que comment nous pouvons dire à nos militants de ne pas s'inscrire, on dit que monsieur, nous on a dit de ne pas s'inscrire. C'est l'inverse qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Nous on va aux élections, on est candidat Bédier, et comment ça s'appelle, Afin Sam et les autres, mais disent à leurs militants, n'allez pas voter. Comment vous voulez gagner l'élection? Ici, on dit, oh, ne vous inscrivez pas. On ne sait même pas si on sera candidat ou on ne sera pas. Hein. Mais on dit, ne vous inscrivez pas. C'est quelle stratégie? Le jour où vous décidez que vous vous inscrivez, bien comment le corps électoral, on ferme le fichier. Le fichier est fermé. La politique. Vous commencez à dire, oh, bien manipule le calendrier. Vous manipule le calendrier comment? On vous a laissé le temps de vous inscrire. Quand vous n'écoutez personne, vous avez une bande d'activistes qui sont convaincus que s'ils appellent les gens dans la rue, il va tomber. Pour faire des petites manifestations autour de Ndokoti ou bien devant le cinéma Rex. Et vous croyez que vous avez affaire à des stratèges. Il n'est pas à Yaoundé. Parce que les gens de Douala l'ont mis là. Pour que s'il manifeste, il va tomber. Est-ce que vous pensez aux gens de l'Est? Est-ce que vous pensez aux gens de l'extrême nord et aux autres? Quand il fallait lutter contre la révision de la Constitution, Douala était comme si c'est seulement à Douala qu'on connaît la Constitution. Moralité, quand Douala et moi nous sommes partis voir les dirigeants locaux du parti en disant attention, la lutte ne peut pas être une affaire de Douala seulement. La Constitution, les autres ne bougent pas. Les militants de Yaoundé ne bougent pas. Les militants de Bamenda ne bougent pas. Il faut revoir. Mais comme le leader local voulait utiliser cette affaire pour être en vue, il décide d'aller faire un meeting clochard. Comment on appelle ça? À Madagascar. Après, il y a des émeutes et tout. On dit que c'est toi qui as organisé les émeutes. Il dit jamais, je n'ai jamais organisé les émeutes. 3 mois après, il part faire les affaires pour dire que... Merci beaucoup pour cette proposition. Je 30 secondes pour dire que il faut être humble. Savoir que ce n'est pas le parti qui a envoyé Moutomé à l'école. Si Moutomé devient le communicateur du parti, c'est lui qui est venu avec un savoir que le parti doit utiliser. Que chacun ne croit pas qu'il peut être Moutomé.
Parce que vous le voyez, il parle bien à la télé, vous voyez que ça donne du rayonnement. Du coup, tout le monde veut seulement venir à la télé. Vous ne payez pas vos cotisations dans le parti, mais vous voulez seulement être à la télé. Merci beaucoup. Merci pour cette précision, Abel Limbi Lobé. Non, il n'y aura pas de minutes supplémentaires. Il y a un deuxième sujet qui nous... On vous a donc laissé le parti. C'est qui est même plus important. Oui, On vous a laissé le parti. Je voulais juste dire une chose. Pendant les régionaux approchent, le SDF, par exemple, dit qu'il ne va pas au régional. Je n'ai pas un cas, le SDF pour participer au régional. Pourquoi? Il me dit qu'on n'a pas encore liquidé le contentieux électoral. Je dis que bon, si on convoque dans les collèges électoraux et que c'est le lendemain qu'on liquide le contentieux, vous faites comment? Et qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué le collège électoral. Et le lendemain, c'est là où on a vidé le contentieux municipal. C'est-à-dire, il y a souvent des gens dans l'opposition où vous demandez que est-ce qu'ils comprennent le jeu dans lequel le RDPC nous habitue. Parce que s'ils avaient compris qu'on peut aller au régional, même si le contentieux est en cours, au cas où ils liquident le contentieux, au moins nous serons déjà engagés. Ils se sont mis eux-mêmes au jeu. Et leurs conseillers sont allés voter le RDPC. On va prendre les SMS des téléspectateurs. Ils sont très nombreux ce soir encore à nous envoyer des SMS. Merci à vous, chers téléspectateurs, sur nos différents points d'accès, le 6 99 57 30 26 en WhatsApp, mais également un message classique, mais aussi sur notre page Facebook. Ils sont très nombreux à féliciter et à applaudir une fois de plus Abel Limbi Lobé en saluant par exemple la défection des militants représentants du SDF et du MRC sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Limbi. Bonsoir Monsieur Limbi est un Camerounais qui édifie, qui conseille des partis politiques. Alors les petits partis gagneraient à prendre ce monsieur au sérieux. Il incarne l'espoir des Camerounais. Quant au représentant du RDPC, il faut qu'il respecte le peuple camerounais. L'espoir Kamga, depuis Lamba à René, je pense c'est au Gabon, si je ne m'abuse, et qui nous a envoyé son message ce soir. Je suis content de l'absence du MRC sur le plateau parce que c'est un parti proche du RDPC, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Bonsoir à vous sur le plateau. Limbi Lobé est vraiment à consommer sans modération. Nous pouvons facilement passer un an à l'écouter tous les jours. L'opposition est très vulnérable au Cameroun à cause de l'égoïsme des leaders qui, tant qu'ils ne sont rien, personne ne peut être autre chose. Ils ne voient pas qu'ils ont les militants rêveurs. Bonne émission à vous. Félicitations à vous, Monsieur Moutomé, pour le choix du thème. C'est David du Gabon qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre réaction qui nous a été envoyée ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Voilà un cas d'autochtone qui n'apporte rien à son parti et n'a pas pu avoir un conseiller durant son séjour à l'UDC dans son camp natal et dans le littoral en général. Il y a 3 conseillers de l'UDC, il y a un conseiller à la mairie de Douala. On ne répond pas au message. On ne répond pas au message, c'est le temps des téléspectateurs. Il y a un grand conseiller. S'il vous plaît. Alors, bonsoir au plateau, dites à l'expert, bien évidemment, que pour étouffer son ennemi, il faut l'embrasser. Est-ce que M. Limbi peut nous présenter la carte d'adhésion de Maurice Kamto RDPC, qui sache également que Maurice Kamto était en mission dans le gouvernement RDPC, d'où sa démission de ce gouvernement RDPC. C'est Ben qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, beaucoup de courage à M. Limbi. La pertinence de votre franchise nous a beaucoup manqué. Une émission de tout au clair sans Limbi est difficile, mais vous êtes de retour. Bravo à tout au clair et à LTM, c'est Simon de Yaoundé qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Les cadres ne peuvent pas démissionner du RDPC de peur d'aller en prison. C'est Moustapha qui nous le dit. Monsieur Meka ne peut pas dire mieux que ça. Lui-même est dans le RDPC et tout fait. Il ne peut que s'aligner à la direction que lui propose le parti, à savoir le RDPC. Très bon débat dans le cadre de cette émission de ce soir. C'est Mathurin Dobala. Les émissions sont
les démissions sont dues au fait que lorsque tes intérêts ne sont plus assurés, il vaut mieux se retirer. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée par un téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Limbi a entièrement raison de ce qui s'est passé avec le SDF, tout où la majorité des Bambékés étaient dans le SDF, pas par conviction, mais par opportunisme. Dès que l'un de leurs a pris la tête d'un parti, tous l'ont suivi. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Limbi décrit parfaitement l'historique du RDPC ainsi que la motivation qui anime ses militants à y adhérer. Ce fonctionnement se déroule d'ailleurs à ciel ouvert aujourd'hui. Ils n'ont même plus honte. Le RDPC est parti-État, présent même au sein de certaines institutions publiques comme les universités. C'est scandaleux. La pseudo-démonstration de l'UTMK est tout simplement pathétique. Il est lui-même un pur produit de ce militantisme qui vise uniquement à obtenir des opportunités de carrière ou autre d'ailleurs. Passer son temps à claironner les éloges du président Paul Biya, la stabilité du RDPC qu'il vante tant est en réalité le résultat d'un banditisme à la fois politique et économique. C'est Christian Mongo qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Un autre message qui nous vient hors du Cameroun. Je suis l'émission depuis le Burkina Faso. Bonsoir à vous au Burkina Faso. La question de la transhumance politique est en Afrique et en Afrique est dû en grande partie à l'ignorance de l'électorat. La plupart des hommes politiques se servent et refusent de servir. C'est un problème commun à l'Afrique tout entière. Bonsoir à vous. Bonne suite d'émission. Merci surtout des éclairages de l'ensemble de vos invités ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Tout le monde veut faire de la politique. Pourquoi? C'est une question qui nous a été posée par Rostand dans le cadre de cette émission de ce soir. D'autres réactions également sont arrivées dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Motion spéciale pour l'émission de ce soir. C'est la meilleure émission de tout au clair de tous les temps. Un grand bravo à tous les panélistes. Vous avez vraiment inspiré le Cameroun ce soir. Monsieur Dibé, depuis Yaoundé, qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Autre réaction. Bonsoir. Monsieur Limbi est vraiment cohérent dans sa démarche. Et merci pour la définition du tribalisme, car vous avez recadré un certain nombre d'acteurs politiques. Le tribalisme, c'est inclus quelqu'un ou une tribu. Votre transhumance est justifiée. Monsieur Modibo, soirée de Nkondongo Yaoundé, qui nous a également envoyé son message dans le cadre de cette émission. Monsieur Abel Limbi, le meilleur politique du Cameroun, courage à vous. Et Limbi de grâce, arrêtez de pleurnicher, car le poste de président que vous avez perdu au SDF est justement à l'origine de votre démission. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous sur le plateau, monsieur Limbi Lobert. Merci pour la maîtrise du sujet et davantage la clairvoyance que vous nous servez chaque fois que vous venez dans le cadre de l'émission tout au clair. Nous ne pourrons malheureusement pas continuer à lire les messages. Ils sont très nombreux ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous accompagner à travers vos réactions, mais aussi à travers vos différents SMS. Surtout, notez-le, n'appelez pas au numéro de téléphone. Ils sont très nombreux qui nous ont encore appelé aujourd'hui, qui nous appellent de l'étranger, notamment puisque le numéro qui s'affiche sont les numéros de l'étranger. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous nous ferons le plaisir de le lire, comme nous disons, plusieurs messages des téléspectateurs dans le cadre de cette émission de Tout au clair. Alors, avec votre permission, on va pour les 15 dernières minutes évoquer la question de la Guinée-Conakry. C'est un pays qui a tenu son élection présidentielle il y a quelques mois. Le président a été élu malgré l'opposition de la classe politique, une certaine classe politique qui estimait que son troisième mandat était anticonstitutionnel. Tout de même, Alpha Condé a été élu à la majorité. Il a d'ailleurs prêté serment et été investi devant la Cour constitutionnelle de son pays, une investiture qui a également vu la présence des chefs d'État et de gouvernement africains. Abel, c'est une autre démonstration de force que nous sert ici, M. Alpha Condé. Vous savez, Bokassa avait des amis, chefs d'État africains. Idi Amin Dada, qui a humilié l'Afrique. Il avait des amis, les Kadhafi, les Hissène Habré. Donc le fait qu'il fasse une investiture
qui en soi est un problème, c'est de l'opprobre jeté sur la classe politique de l'opposition, que M. Alpha Condé, qui a lutté toute sa vie contre les Lansana Conté, qui étaient des totalitaires, qui a combattu même peut-être depuis les Sékou Touré, contre Sékou Touré. Que ce soit lui qui fasse les mêmes choses aujourd'hui, ça jette un opprobre terrible. Je ne veux pas qu'on dit un opprobre. Terrible. C'est comme Abdoulaye Wade. Ça dit que ça nous montre jusqu'à quel point les discours de l'opposition, tout ce que les gens disent quand ils sont dans l'opposition, est à prendre avec beaucoup de réserve. Qui pouvait imaginer que quand Abdoulaye Wade va arriver au pouvoir, il va chercher à caler au pouvoir. 40 ans de lutte contre l'immobilisme politique. Il en devient le père, au point que la rue finisse par le chasser. Qui pouvait croire que Alpha Condé, qui a souffert dans sa chair, c'est pour ça que Mandela dit, quand l'espoir arrive au pouvoir, il perd son charme. L'espoir ne charme que quand il est l'espoir. On vous fait miroiter des choses. Mais quand on arrive au pouvoir, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'ils disaient avant. C'est comme ça que les Allemands se sont retrouvés avec quelqu'un qui les a amenés à la guerre mondiale. Mais il était élu. Hitler a été élu. Donc, la situation de la Guinée nous parle. Elle nous parle au moment où le président est en train de s'affaiblir. Le régime peut être appelé à changer. Oui. Mais attention aux bonimenteurs et aux gens qui disent des choses simplement parce que nous voulons entendre ces choses. C'est pour ça que je suis particulièrement remonté contre les gens qui s'accaparent de notre lutte aujourd'hui, alors qu'ils nous ont combattus hier. Ces dissidents du régime qui ont construit le régime avec le président. Je parle suffisamment fort pour que ce micro-là. Ces dissidents du régime. Quand vous avez un homme de l'Est avec qui je mangeais un jour, m'a dit, écoutez, parlant de Kamto, tu ne peux pas faire l'amour avec une femme pendant 7 ans. Et c'est à la 8e année que tu découvres qu'elle ne sait pas faire l'amour. Monsieur Lémy, nous parlons de M. Alpha Condé. Nous n'accepterons pas, et c'est ça le fond de la lutte, que n'importe qui croit que, comme on voit, on a l'impression que le RDPC, le régime est vacillant, c'est le Mobang, etc., que n'importe qui vienne récupérer notre lutte. D'accord. Pour essayer de se mettre en position de challenger ses frères du RDPC avec qui il a cessé de s'entendre parce qu'on ne s'est pas entendu sur la répartition de l'huile de la salle. Alpha Condé revient au pouvoir, on va dire un peu au forceps. Son mandat a été contesté par la rue, par l'opposition de la Guinée-Conakry. Seulement, il a été élu avec une forte majorité tout de même. C'est pour dire qu'à la fois, il obtient la légalité et la légitimité. Quand je vois la situation de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, sans oublier le Cameroun, cela m'inspire une chose, ça me rappelle les propos du président Jacques Chirac. La démocratie est un luxe pour les Africains. Parce qu'en réalité, voilà des gens comme M. Alpha Condé qui se sont battus pour la démocratie. Qui, arrivés au pouvoir, sont encore eux-mêmes en train de torpiller la démocratie. En Côte d'Ivoire, vous avez M. Ouattara qui a dit qu'il devait partir, c'était son dernier mandat, il fallait faire émerger des jeunes, et c'est le même M. Ouattara qui revient encore être candidat. On a parlé de M. Ouattara hier, on ne va pas revenir dessus. Laissez-moi. On parle davantage de M. Alpha Condé. Qui revient encore être candidat, je vois avec M. Alpha Condé. M. Alpha Condé aujourd'hui a 82 ans. Quand Alpha Condé arrive au pouvoir,
les gens disent enfin il est au pouvoir, nous avons l'alternance. Mais le même Alpha Condé, ce qu'il a combattu hier, il est en train de le reproduire aujourd'hui. Et c'est ça qui est dangereux avec les Africains. C'est pourquoi moi je ne tiens jamais, je dis bien vous ne trouverez jamais un endroit où j'ai dit au RDPC de partir, de quitter le pouvoir. Je dis toujours, retirons le RDPC au pouvoir. Il y a une différence. Parce que moi-même demain je peux arriver au pouvoir. J'utilise tous les moyens légaux pour me maintenir au pouvoir. Parce que le pouvoir est sucré. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, est-ce que si aujourd'hui je défends les valeurs de démocratie, je dois demain prôner les valeurs antidémocratiques? Non. Et c'est là l'erreur, là où M. Alpha Condé est en train d'entrer. Vous allez voir, il sera peut-être président aujourd'hui, en Côte d'Ivoire pareil. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils finiront leur mandat tous les deux? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi vouloir mettre nos États africains dans des situations d'instabilité simplement parce que nous ne voulons pas avoir des nations fortes, des institutions fortes, où les hommes respectent la parole donnée, où les hommes respectent ce qui a été créé, ce qui a été créé par les prédécesseurs pour pouvoir permettre au pays d'avancer. Au Cameroun, on a modifié la constitution en 2008. D'ailleurs, ceux qui disent aujourd'hui que le président ils ont c'est eux qui ont changé ça. C'est eux les penseurs de la modification de la constitution. Et c'est ça qui pose un problème de manière globale en Afrique. Et moi, je dis, M. Alpha Condé, tout ce que nous pouvons lui dire, c'est qu'il maintient la paix en Guinée parce que nous ne voulons plus un bain de sang. Pareil à M. Ouattara, qui lui, par contre, est même pire que M. Alpha Condé, dans sa prestation de serment, a prononcé son discours et son premier discours en tant que président pour sa 3e fois à la tête de la Guinée-Conakry. Il a dit force doit en revenir à la loi au regard de la contestation, au regard des émeutes, pratiquement l'état de guerre civile qui a sévi en Guinée-Conakry avant et même pendant l'élection présidentielle. Je suis toujours embarrassé quand je suis appelé à me prononcer sur un pays souverain qui a ses lois et qui, notamment, le peuple est mature, devrait choisir ses dirigeants. Je voudrais préciser ici que M. Alpha Condé, le président Alpha Condé, a convoqué un référendum constitutionnel qui a été accepté par les Guinéens à 90%. Et je crois que le peuple guinéen est souverain. Et par la suite, il a gagné haut la main les élections à 59,49 ou 60% de cela. Bon, bien évidemment, vous savez, c'est à la mode aujourd'hui. Il y a Sédou Diallo qui dit qu'il n'est pas d'accord et qui parle de hold-up et qui n'accepte pas effectivement les élections. Il parle de terrorisme d'État. Voilà, je crois que les Nations Unies ont réagi, notamment à demander le calme et à ce qu'il y ait un dialogue. Je crois que c'est la même rengaine. Vous savez, les peuples sont souverains et j'ai toujours dit qu'à chaque fois que les élections peuvent se faire et que le peuple peut souverainement choisir son président, ils ont le droit de choisir leur président. Si le peuple dit que leur président est à vie, c'est le peuple qui choisit. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est exactement ça. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc je suis vraiment très réticent lorsque les gens donnent des leçons, ils essayent, n'est-ce pas, de dire ce que le peuple guinéen, comme si le peuple guinéen est un peuple, des idiots culturels. Non. C'est des Africains qui savent où ils vont et je crois qu'ils ont adoubé leur président et nous devons respecter ce peuple qui est un peuple mature. Alors, vous allez permettre qu'on conclue avec vous, s'il vous plaît. On va d'abord prendre la réaction pour sortir. Il nous reste à peu près 8 minutes chrono en main pour sortir cette émission. Aujourd'hui, l'opposition annonce des manifestations pour davantage contester cette élection. Il n'est pas question d'admettre ou d'accepter ce 3e mandat de Alpha Condé. C'est la posture de l'opposition aujourd'hui. Cette opposition parle d'un terrorisme d'État
peut-on sortir de ces querelles politiques et avoir une Guinée constructive avec Alpha Condé? Monsieur Moutouma, vous avez souvenance d'un jour qu'on a modifié la constitution des États-Unis? Savez-vous depuis combien d'années la constitution des États-Unis on ne la modifie pas? Savez-vous pourquoi? Simplement parce qu'on a besoin des institutions qui sont fortes. On ne peut pas se réveiller un matin dans les pays africains, selon le bon vouloir d'un dirigeant, changer la constitution. Après M. Alpha Condé, il y a un autre président qui va aussi venir changer la constitution. C'est-à-dire, on change la constitution selon les hommes, selon les grés des humains. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi ceux qui ont décidé de manifester disent que M. Alpha Condé vient de violer l'inviolable, qui est celle de la constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays. Parce que c'est la constitution qui encadre, qui régit toutes les autres lois qui en découlent. Et si vous vous permettez de pouvoir violer la constitution, cela pose un problème à la stabilité des institutions. Aujourd'hui, l'opposition en Guinée menace de manifester et de ne pas reconnaître ses victoires simplement parce que celle-ci ne reconnaît pas M. Alpha Condé comme celui qui devait être président selon la constitution qu'il a trouvé laissé par les prédécesseurs. Si M. Alpha Condé avait été sincère dans sa démarche, il aurait appelé les partis d'opposition et même ce référendum. Il faut aller questionner le taux de participation pour voir quels sont véritablement les Guinéens qui ont voté. Ce n'est pas les pays comme le Cameroun, vous savez, à l'époque coloniale, on vous donne un référendum avec le yes or oui, par exemple. Et pour le cas du Cameroun, depuis que M. Biot pouvoir, il n'y a jamais l'organisation d'un référendum. On a modifié la constitution, il y a eu la modification de 96, il y a eu celle de 2008, il n'y a jamais eu de référendum. La tripartite qui a eu en 91, qui a eu la modification constitutionnelle de 96, on a les la voix par le référendum et la voix parlementaire. Il y a une différence entre... C'est pour ça que vous il y a deux voix. Parce que vous ne comprenez pas une chose. L'Assemblée nationale a une coloration politique, qu'on le veuille ou pas. Les élus sont investis par les partis politiques. Ce sont les représentants du peuple. Les députés du RDPC qui ont les représentants la du Constitution. Si vous avez voulu consulter le peuple, vous n'auriez qu'à organiser un référendum en 2000 pour connaître ce que le peuple en pense. Monsieur Condé, les élus sont les représentants du peuple. Cela n'empêche à l'opposition guinéenne de dire qu'il faut respecter la Constitution telle qu'elle a été. Je rappelle que le taux de participation à ce référendum était estimé à 61%. Voilà. Et ils avaient d'ailleurs les Guinéens s'étaient exprimés majoritairement en faveur du oui, donc la modification de la Constitution, et cette modification a été justement actée et mise en route. Si c'est le cas, ça veut dire que dans les prochains jours, l'opposition ne réussira pas dans sa manifestation. Alors, si l'opposition réussit, ça veut dire que ces chiffres... André Lutemika, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer voir un dialogue constructif, opposition et pouvoir en Guinée-Conakry, une espèce de gouvernement d'union nationale pour apaiser les tensions? Un dialogue pourquoi? Il y a des tensions. Monsieur Alpha Condé a gagné les élections. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait que l'autre fasse amende honorable. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et Rousseau allait plus loin. Il faudrait que la minorité considère qu'il s'est trompé de l'idée qu'il avait de la majorité. Donc, si on commence, notamment que vous gagnez brillamment les élections et qu'il faut aller dialoguer avec le mauvais perdant, c'est pas ça la démocratie. Je crois que Cellou Diallo doit... Voilà, il doit effectivement faire amende honorable et reconnaître, il doit savoir même que tout cela est voué à l'échec parce que le peuple souverain guinéen a choisi. C'est tout. Monsieur Abenibile, bonsoir avec vous sur cette question de la Guinée équatoriale, pardon, la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, les tensions restent vives, mais les appels au dialogue se multiplient dans le pays, même de la part de la société civile guinéenne. Je suis un peu dubitatif avec ces appels d'ailleurs au dialogue. Pourquoi ils appellent ce dialogue quand l'élection est déjà passée? Tout le monde voyait venir ce climat de tension. Pourquoi ils n'ont pas appelé monsieur Alpha Condé? Tous ceux qui parlent de dialogue. Parce que le dialogue ne doit pas devenir une espèce d'épouvantail. Le dialogue ne doit pas devenir une espèce de chose qu'on agite pour calmer. Je ne sais pas très bien ce qu'on veut faire. Je ne suis pas partisan de ce genre de comportement. Je suis un homme attaché à l'idée que
nous devons faire l'effort de respecter nos propres principes. Je souffre beaucoup de voir que personne n'imite Alpha Omar Konaré. Personne n'imite Sam Nujoma. Personne n'imite la Tanzanie qui change de président sans qu'il y ait toutes ces frictions. Personne n'imite le Ghana à côté. Je ne comprends pas quel est le malheur des Africains. Et c'est ceux qui ont mené de longues luttes qui trahissent complètement les luttes de l'opposition. Ça moi, personnellement, ça m'amène à beaucoup réfléchir. Vous savez, il y a un vieux proverbe arabe qui dit que il vaut mieux le démon qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. Parce que les gens viennent, ils sont des anges. Puis à l'exercice du pouvoir, vous vous rendez compte qu'ils sont même plus dangereux que Moussa Traoré. Et Lansana Conté et autres. On ne sait plus où mettre la tête. Les gens sont dans l'opposition. Vous avez des milliers de partis. On vous dit unissez-vous. C'est quand l'élection est passée, vous êtes battus, que vous voulez vous unir pour aller dans la rue. C'est ce qui tue les oppositions au Cameroun. Regardez ce qui tue l'opposition en Côte d'Ivoire. Unissez-vous, ayez un candidat commun, au moins commençons d'abord par là. Vous refusez. C'est quand on vous a battu aux élections que vous voulez vous unir. On ne comprend pas. Donc, je pense que toutes ces choses doivent nous amener, nous, qui sommes à la porte d'une alternance, à faire très attention avec la qualité des hommes, leur trajectoire passée, d'où sortent-ils, d'où viennent-ils? Parce que comme dans le cas par exemple du Cameroun, je vois des gens, vous le savez, vous voyez des gens ici sur les plateaux de télévision, vous refusez, personne ne sait d'où ils sortent. On ne sait pas qui vous a formé. Conclusion. On ne sait pas où vous avez été formé. Quel est votre background? Quel est votre cursus intellectuel? Les micros sont ouverts, les gens parlent. Ils parlent. Tout le monde croit qu'il peut être à la place de Paul Biya. Chacun raconte n'importe quoi. Tout le monde veut ramener le pays. Les uns au fédéralisme communautaire. Les autres au fédéralisme ici. Les autres au royaume. Les autres ici. Tout ça, ça nous amène dans des potentiels d'instabilité. Je parle de, pas de potentiel d'instabilité, de potentiel instabilité. C'est-à-dire que l'instabilité est consubstantielle à ce type de comportement. Merci à vous également. Merci beaucoup. C'est pour ça que changer Biya doit nous interpeller. Nous devons réfléchir beaucoup. Merci beaucoup. On le change. Abel Elimbilobé d'être venu encore ce soir. On va certainement prendre rendez-vous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas changer le changement. Mais je te dis qu'en allant le changer, nous ne réfléchissons pas tant. Merci beaucoup à vous tous, messieurs Paul Eyoum, ex-UDC, probablement nouveau AFP. Merci également à André Ditameka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Abel Elimbilobé, ex-SDF. Qui n'a pas de formation politique pour l'instant, du moins. Je n'aurais même plus. Parce que j'ai enlevé dans la tête l'idée d'appartenir à une formation quelques politique. SMS avant de se séparer. Bonsoir, monsieur Moutomé. Belle émission, très beau plateau. Juste pour dire à monsieur Eyoum que les constitutions se changent dans tous les pays du monde. En France, comme aux États-Unis, toutes les constitutions disposent des mécanismes de leur modification. Le problème n'est pas au niveau de la modification des constitutions. Le problème est sur les stratégies, les méthodes et surtout les moyens des partis d'opposition. Monsieur Dibi, qui nous a écrit également dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Tous ces présidents sont pareils, celui du Congo, du Cameroun, du Gabon, de l'Ouganda, des deux Guinées. Ceci à cause de la jeunesse et de la complicité du président français qui ne fait pas peur à ces vieillards qui sont des grands-pères. Quand Mitterrand et George Bush étaient au pouvoir, ces présidents tremblaient. Quand j'entends
quand ils entendaient ces derniers prendre la parole, c'est Jérémy Bangangos qui DDA qui nous a envoyé sa réaction. Bonsoir à vous sur le plateau, particulièrement à M. André Luther Meka et à Abel Eli Bilobet pour la qualité de leurs propos. Les démissions ou le démissionnaire de l'UDC est davantage dans la posture du démissionnaire car il souhaite la modification de la Constitution, mais déplore le changement de la Constitution en Guinée. C'est Simon de Yaoundé qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous. L'Afrique est gâtée depuis et tous ces présidents africains ont vendu le continent noir. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée par un téléspectateur dans le cadre de cette autre émission de Tout au clair. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission, demandé au représentant du RDPC. C'est lui-même, il croit en ce qu'il dit. Cordialement, merci Alain Junior de Yaoundé qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Alpha Condé n'est pas le seul qui change la constitution de son pays. C'est la quasi-totalité des présidents africains en poste qui le font. Bonsoir à vous également sur le plateau. Je suis très flatté d'entendre monsieur Albert Limbilobé intervenir, car très rationnel et mesuré, grand frère. Nous souhaitons que vous écriviez le parcours de votre vie politique ainsi que les perspectives d'avenir pour notre Cameroun. C'est une idée qui est lancée par un téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. L'Afrique est l'un des continents où la modification constitutionnelle est l'exercice par excellence. Les États-Unis étant une vieille démocratie, n'ont autant modifié sa constitution comme les pays africains. Pourquoi ne pas limiter le mandat présidentiel d'Afrique pour estomper ce carnage institutionnel en Afrique noire? Christian Bolo Youm qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Félicitations à tout le panel de ce soir, M. Moutomé. Imaginez un système pour faire défiler également des messages. On essaie de penser à toutes ces stratégies, mais avec 1000 voire 1200 messages, parfois 3000, il est assez difficile. Monsieur Bella de Yaoundé, merci tout de même pour votre contribution de ce soir dans le cadre de cette émission. Et puis pour sortir, monsieur Abel Elimbi Lobin, vous êtes pour prendre à l'expression des militants de certains partis politiques, le pape de la politique au Cameroun. Merci à vous, monsieur, d'être venu encore ce soir. Merci à ces téléspectateurs qui nous ont accompagnés encore ce mercredi dans le cadre de ce programme. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook, mais également sur nos différents points d'accès WhatsApp et messages classiques. Restez toujours scotchés sur les programmes de la télévision du monde. Vous savez, le programme Tout au clair, c'est le lundi, le mardi, le mercredi de 21h à 23h. Bonne continuation sur les antennes de la télévision du monde. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.